D'où KPE2. Le petit nom c'est Yaovi, Ok, Sylvestre. ok, c'est bon. KPEDU, Yaovi, Sylvestre Yaovi. Docteur en droit public. Assistant. Peu de gens sont faits pour l'indépendance, c'est le privilège des puissants, écrivait le philologue allemand Friedrich Nietzsche. La nuit est longue, mais le jour vient, dira pour sa part Sylvanus Olympio. Les Togolais viennent pour la 63e fois de célébrer le 27 avril 1960 ou la fête de l'indépendance. Comme chaque année, elle a offert de belles occasions de reposer la problématique des indépendances africaines en général et togolaises en particulier, puisque particulièrement les Togolais s'étaient nettement distingués durant les combats pour les indépendances. Ils étaient forts et ils avaient pu imposer aux colons leur volonté de devenir un État souverain. Mais restent-ils tous forts et surtout puissants pour répondre à l'Allemagne? Sont-ils tous disposés à être vraiment libres dans un monde de plus en plus ouvert et où les grandes puissances tentent d'imposer aux plus faibles leur notion de liberté? Je dis, c'est librement que les Togolais ont choisi d'organiser des défilés sur l'ensemble du territoire national. C'est librement que les officiels ont invité les officieux à participer aux différents programmes. C'est aussi librement que les uns ont accepté et que les autres ont refusé. Parmi ces derniers, Jean-Pierre Fabre, qui se demandera si le Togo a changé en 63 ans. L'ancien leader de l'opposition préférera parler de descente aux enfers. En vérité, l'enfer est défini par de nombreuses religions comme un état de souffrance extrême après la mort. C'est de la vie plutôt que Faure Gnassingbé a lui choisi de parler en cette soirée du 27 avril pour sa première sur un média national. Le chef de l'État a-t-il convaincu la majorité des Togolais par les belles intentions qu'il leur a rappelées? A-t-il convaincu par exemple les évêques du Togo? Ces derniers demeurent interrogateurs quand ils lancent: y a-t-il indépendance sans la justice sociale qui permet à chacun d'aspirer légitimement au bonheur? Y a-t-il indépendance sans enracinement d'un véritable état de droit démocratique? L'état de droit est gage de profit, sans aucun doute que la majorité des Togolais ne rêvent que de cet état pour vivre et profiter de la vie, travailler, avoir un salaire pour se prendre en charge. Demain 1er mai, à la fête des travailleurs, ils seront des milliers à jeter à nouveau un coup d'œil sur leur bulletin de paie pour ceux qui en disposent et à le comparer à leur travail et au coût de la vie. Depuis quelques années, la vie est de plus en plus chère. Les factures continuent leur mauvaise progression. Les salaires, leur belle stagnation. Les chefs de famille n'ont jamais été autant soucieux. Ils ne se sont jamais autant plaints de leurs conditions de vie. Heureusement, ils sont encore des millions à rester en vie. Malheureusement, ils sont aussi ces dernières années des milliers à tourner le dos à cette vie. Le paludisme en a emporté certains. Cette semaine, la communauté internationale a eu une pensée envers ceux-là à la célébration de la Journée mondiale contre le paludisme. Merci d'écouter le D12 sur Pyramide FM. Bienvenue à tous. Notre invité est le professeur Pédou Yaovi, docteur en droit public à l'Université de Lomé et directeur de l'IERIS. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Romaric Freitas, c'est à la mise en onde technique. Professeur, bonjour. Bonjour, notre ami. Comment vous allez? Très bien plutôt. Et vous? Je vais bien également. Je reviens fraîchement de l'église. Je ne sais pas si vous avez fait de même. Moi, je n'ai pas été à l'église, mais j'ai quand même prié chez moi. Ok, c'est l'essentiel. Nous sommes dans la grande saison des fêtes, hein, et le 27 avril cette semaine, puisqu'on parlera abondamment de l'indépendance, des indépendances africaines. Comment est-ce que vous avez observé cette journée du jeudi? Tout d'abord, je voudrais dire que à chaque fois qu'on parle des indépendances ou de l'indépendance des États africains, on ne s'empêche de s'interroger. On ne s'empêche de s'interroger surtout sur la question de savoir de quelle indépendance parle-t-on. Indépendance politique ou indépendance économique. Et lorsque j'ai jeté en dehors des rituels officiels qui ont été organisés le 27 avril dernier, lorsque vous jetez un regard sur la réalité, le peu qu'on puisse dire,
et que c'est dommageable. C'est dommageable. J'ai assisté avec beaucoup de, je sais pas, au défilé officiel, comme tous les ans, comme dans le cas de tous les pays, pour ces dates importantes. Mais en dehors de ça, qu'y a-t-il d'indépendant dans ce pays? Qu'y a-t-il d'indépendant au Togo? Si vous voulez, cher ami, mon point de vue est aussi simple que j'estime que, comme beaucoup d'ailleurs, que nos pays, la plupart de nos pays africains, notamment d'obédience française, ne sont en réalité indépendants que du bout des lèvres. La réalité, si vous voulez, on peut y aller. On va en parler sans doute longuement, comme je l'ai dit tantôt. Mais vous, personnellement, vous avez regardé le défilé à la télévision, vous avez été invité à la place des fêtes, vous êtes rendu. Comment est-ce que vous avez procédé en cette journée du jeudi? Non, moi je le dis, ça a été du formalisme, ça a été une formalité, ça a été un rituel officiel que tous les pays de ce genre observent en cette date-là. Ça, c'est limité-là. Je n'ai rien observé qui soit d'engouement, rien ne reflète la réalité. Bien sûr, nous avons des armées, qui ont fait leur défilé pour ainsi célébrer officiellement cette date-là. Mais moi, la question que je me pose encore, c'est de savoir s'il y a une réelle corrélation entre l'officiel et la réalité. J'ai posé la question à l'entame de savoir de quelle indépendance on parle. Indépendance politique ou indépendance économique. Si vous voulez que le débat s'engage, essayons de voir si le Togo est politique. Si moi je ne suis pas à leur place, si les dirigeants pensent qu'ils sont indépendants, moi j'avoue que nous dirigeants, on ne s'estime pas indépendants. Non, mais en fait, quand vous dites que vous ne vous estimez pas indépendant, est-ce que c'est vis-à-vis, par exemple, de ceux qui nous dirigent ou vis-à-vis, par exemple, de la communauté internationale ou des pays voisins? Mais le débat, merci pour la question, le débat a été déjà posé et la réponse à ce débat, à cette question a été biaisée. Vous savez, l'indépendance ici suppose aussi une certaine autosuffisance. Cela suppose aussi une certaine liberté d'action. Mais pendant longtemps, puisque vous avez évoqué la communauté internationale, pendant longtemps, cette idée-là de liberté d'action n'a été reconnue qu'aux États et non au peuple. Voyez-vous, ça n'a été reconnu qu'aux États. On parlait souvent du principe du peuple à disposer de lui-même ou des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce principe est clair tant dans sa dimension internationale que dans sa dimension interne. Mais il n'y a que sa dimension internationale qui a souvent été appliquée, à savoir que cela signifierait la liberté des États à être indépendants. Il y aura ici le pan interne de ce principe qui devrait concerner, voyez-vous, le droit pour les peuples de l'État à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire à choisir librement leurs dirigeants, à participer aux affaires, etc. Donc, ce n'est pas qu'une question d'État, c'est une question organisée depuis le sommet international et qui rejaillit finalement sur les États. Et évidemment, dans nos États, vous connaissez la règle, très peu de marge de liberté est accordée au peuple, sur tous les plans, même sur les plans sociaux, on peut en venir. Donc l'indépendance, à la vérité, sa célébration n'a concerné à juste titre que les dirigeants qui quelque part s'estiment aussi obligés d'observer ce rituel parce que je l'ai dit il y a longtemps, moi je ne suis pas à leur place pour savoir s'ils sont réellement indépendants. Mais moi je pense que nous, peuple togolais, pour la plupart d'entre nous, nous ne nous estimons pas libres. Et donc, ce que vous êtes en train de dire, on l'entend très souvent autour du 27 avril, au point que certains pensent que sur des journées de ce genre, il faudrait plutôt penser à se recueillir qu'à organiser de véritables fêtes. Est-ce que vous êtes de ceux-là? Dire qu'à se recueillir, peut-être oui, mais je pense plutôt que ces événements-là doivent nous permettre plutôt à engager de véritables débats de fond, à engager de véritables réflexions, parce qu'il faut qu'on soit indépendant quand même. Il faut que nos pays deviennent réellement indépendants. Donc je pense que ça aurait été des occasions pour l'Afrique, d'engager de véritables projets d'indépendance.
Bon, se recueillir, oui, mais on va pas passer toute la vie à pleurer, à s'endeuiller. Il faut aussi réfléchir, rebondir, parce que notre indépendance, elle est à nous, on doit la conquérir. Mais comment la conquérir? Tant vis-à-vis de l'extérieur que vis-à-vis de nous-mêmes. Ce sont, je pense, les points de réflexion qu'il faudrait qu'on engage. On parlait d'engagement, de véritables projets d'indépendance. Est-ce que ça a dit qu'autour des années 60, on n'avait pas véritablement réfléchi à ce projet qui finalement a abouti aux indépendances? Non, je n'ai pas dit cela. Vous savez que les premières autorités qui ont donc pris les rênes de ce pays, après les indépendants, n'ont pas fait long feu, comme on le dit dans les rues de Lomé. Bon, ils ont été rapidement étouffés, mais néanmoins, elles ont pu laisser quand même quelques traces, révélant leur volonté à rendre réellement indépendant ce petit pays, à le rendre, comme on le dit, ce petit Paris, un petit paradis africain. Donc, il y avait des projets. Il y avait des projets dont vous êtes au courant, certainement de certains, mais quelle en est l'issue? Est-ce qu'on peut dire que du fait du temps éphémère, du temps relativement très court, que ces premières autorités ont mené au pouvoir, n'est pas de nature à conforter que ces projets-là soient remis sur table? On peut le dire, mais ce qu'il y a, c'est que depuis là jusqu'à ce jour, nous ne voyons pas de véritable projet d'avenir pour ce pays. Parce qu'on a comme l'impression, si vous voulez que je le dise, on a comme l'impression qu'on vit au jour le jour. Qu'on vit au jour le jour et qu'il n'y a pas de projet sur moyen terme ou long terme. Ça, je peux le dire. Puisqu'on est sur la question des indépendances, je pense que là aussi, il faut réfléchir à ça. À moins que pour les uns, on soit réellement indépendant. Si ceux qui nous dirigent pensent qu'on est réellement indépendant, alors là, qu'ils m'en excusent. Sinon, je pense qu'il faut engager un véritable débat dans ce sens-là, parce qu'il n'y a pas un pays qui puisse évoluer, qui puisse avancer, s'il n'a pas un projet pour lui-même, et qui plus est, s'il n'est pas indépendant, s'il n'est pas libre, s'il n'est pas autonome, tant économiquement que politiquement. Voyez-vous. Mais quand on prend le Togo, nous parlerons des indépendances africaines, sans doute en rapport avec les sphères francophones et anglophones. Mais il y a une chose, c'est que autour de chaque 27 avril, on sent là qu'il y a cette diversité dans la célébration. On l'a encore constaté la dernière fois, et certains, comme je l'ai dit en introduction, ont pu participer au défilé et aux d'autres activités inscrites au programme de cette célébration. Et puis il y en a d'autres qui, visiblement, donnent l'impression comme s'ils ne se sentent pas concernés. Ou il y a d'autres qui ont leur propre programme. Mais ailleurs dans le monde, c'est une journée qui rassemble. Oui, vous avez raison d'évoquer cet aspect de la question. Il est très important. Vous savez, c'est vrai, dans plusieurs pays, il y a certaines dates qui rassemblent. Il y a certaines dates de l'histoire de ce pays-là qui ne font pas l'objet de discorde et qui sont célébrées, quel que soit par ailleurs son bord politique. C'est vrai. Mais au même moment, je ne m'apprête pas tout de suite à jeter de l'opprobre sur ceux-là qui ont préféré faire cavalier seul ou ceux-là qui n'ont pas voulu s'associer à quoi que ce soit. Je ne peux pas leur jeter de la pierre. Vous savez, tout dépend aussi du contexte sociopolitique de la société. Peut-être que ceux-là ont des choses à se reprocher eux-mêmes, ou bien ils ont des choses à reprocher à leur vis-à-vis, aux tenants du pouvoir. On ne peut pas les condamner pour ça. Il faut que j'avoue, je ne sais pas les mobiles pour lesquels certains ont préféré ne pas. Ce n'est même pas la première fois, vous le savez très bien, que certains ne s'associent pas, notamment ceux-là relevant du bord politique de l'opposition, ne s'associent pas à ces genres d'événements. Ce n'est pas la première fois, mais depuis un temps, nous savons que ces différences-là se sont plus ou moins aplanies. Mais si aujourd'hui, elles rebondissent, c'est qu'il y a un problème. Vous savez très bien que l'environnement sociopolitique
est tout sauf un fleuve qui est tranquille. Donc, je ne peux pas donc répondre à la place des absents. Mais est-ce qu'on peut l'expliquer par le fait que, comme nous sommes en démocratie, chacun est libre de poser les actes qu'il veut et que c'est ça qui peut éventuellement expliquer le fait que quand on invite certains, ils refusent carrément et préfèrent faire cavalier seul. Je ne pense pas que la démocratie autorise à méconnaître des dates officielles de son pays. Je ne suis pas sûr. Au contraire. Mais si ceux-là qui ont refusé de venir l'ont fait parce que nous sommes dans une situation, dans un état démocratique, c'est peut-être leur problème, mais j'avoue qu'ils auraient fait fausse route. Mais je pense que réellement la raison se trouve ailleurs. Vous savez, je l'ai dit, l'atmosphère sociopolitique du Togo n'est pas encore décryptée, comme on le dit, je ne sais pas. Elle est empreinte de soupçons, elle est empreinte je dirais, de raillerie, de frustration. Ça, il faut le dire, qu'on dit, malgré l'apparente accalmie qu'on voit, mais attends, la réalité est là. Bon, moi, je ne sais pas, une fois encore, cher ami, je ne répondrai pas à la place de ceux-là qui ont posé ces actes-là, mais je pense qu'ils ont une raison de le faire. Je ne pense pas que ce soit sur l'autel de la démocratie. Puisque la démocratie n'autorise pas ces genres de comportements que j'appellerais plutôt relevant de l'anarchie. Nous retournons un peu en 1960 parce que ce sont des Togolais qui s'étaient mobilisés. J'avais dit tantôt qu'ils étaient sans doute très forts et parce que ce n'était pas donné. Les colons étaient déterminés à garder leur même mise sur nos États et ils se sont battus pour que finalement cette indépendance ou ces indépendances-là soient obtenues. Mais comment expliquer toute cette détermination-là à cette époque? Oui, c'est vrai. Si on remonte à l'époque des années 60, je songe au président Sékou Touré, je ne voudrais pas du tout ne pas soulever le président Sylvanus Olympio. C'était des gens qui avaient des perspectives réelles pour leur pays. Ce ne sont pas des gens qui gesticulaient juste pour avoir l'indépendance et puis laisser leur pays en jachère ou en friche. Donc, c'était des gens d'action. Vous avez compris, pendant 3 ans, les initiatives que le président Olympio avait entreprises à l'époque, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas non plus un film hollywoodien, ce sont des réalités. Et vous savez, ces messieurs-là savaient que un pays qui n'est pas économiquement assis, qui n'est pas économiquement stable, n'est point indépendant. L'indépendance ne serait prononcée que du bout des lèvres, comme c'est le cas actuellement dans nos pays. Mais voilà, par exemple, vous savez, Olympio avait des entreprises de rendre notre pays indépendant sur ce plan-là, et avec des produits d'envergure qu'il avait en vue, dont la réalisation a buté sur finalement sa disparition. Donc c'est des gens, vous avez écouté Sékou Touré dans nombre de ses interventions, vous voyez que c'est quelqu'un qui veut entretenir avec les pays, voire les pays amis, de véritables relations d'État à État. Et vous avez aussi la position d'Olympio lorsqu'il disait au président français d'alors qu'il n'a aucune intention d'écarter la France puisque tout ce qu'il demandait, c'est qu'il existe entre le Togo nouveau, le Togo fraîchement né, entre la France, des relations d'État à État et que chacun soit indépendant. Mais que voulez-vous? Ces propos-là, rajoutés à bien d'autres, ne cachent pas du tout la détermination de ces premiers hommes de l'indépendance à porter nos pays parmi les pays respectables. C'est plus de 60 ans que ces faits se sont produits. Mais aujourd'hui, quand vous citez Sékou Touré, quand vous citez Sylvanus Olympio, on peut en citer d'autres, les Modibo Keïta, ils sont nombreux, les Kenyatta. Mais on a l'impression que le continent finalement a régressé, puisque quand vous parlez de relations d'État à État, on a l'impression aujourd'hui que les relations aujourd'hui, 60 ans après, frise des relations entre les colons et les colonisés ou des relations de maître à élève. Mes chers amis, ça ce n'est qu'un secret de polichinelle, mon cher ami. Mais je vous l'ai dit, un pays qui n'a pas une autonomie financière, une autonomie économique n'est pas indépendant. Est-ce que le Togo, l'Afrique, d'obédience française notamment, a cette autonomie-là? Avec cette fameuse histoire du franc CFA dont beaucoup ont connu désormais le contenu.
Mais le Togo n'a pas, l'Afrique francophone n'a pas l'autonomie financière ni économique. Comment vous voulez croire qu'on soit indépendant? On a régressé et peut-être qu'on a fait pire. Les années 90 ont semblé donner quelques lueurs d'espoir, mais c'est rapidement que ces espoirs-là ont été étouffés. Et je pense même qu'à ce jour, c'est pire. Le président Macron, malheureusement pour la France, a finalement, par ses actes, je ne sais pas, d'immaturité, je peux le dire, dans ses rapports, ses sorties, parfois intempestives dans ses relations avec le Mali et consorts, a finalement fini par exposer la France, de sorte que même le citoyen lambda sait aujourd'hui que les Africains ne vivent que sous les claquements de doigts de la France. Mais c'est cela qu'il s'agit. C'est cela. Regardez un peu comment nos organisations sous-régionales, notamment la CEDEAO, jadis tout à fait respectable sur plusieurs plans. Regardez comment cette organisation sous-régionale a été manipulée. Je ne dirais même pas manipulée, le mot est faible. Dans ces conflits, dans ces affaires du Mali, de la Guinée et autres. Donc, ce n'est plus un secret pour personne. Nous sommes restés des marionnettes de la France pour ce qui concerne l'Afrique francophone. Et aujourd'hui, tant mieux, des voix arrivent à s'élever pour condamner cela. Et j'ai de l'espoir que dans les jours à venir, dans les années à venir, les relations ne seront plus ce qu'elles sont aujourd'hui et ce qu'elles ont été pendant longtemps. Sur ces relations-là que vous décrivez entre Paris et plusieurs capitales africaines, on a senti une certaine évolution dans le sens où aujourd'hui, dans certaines de ces capitales-là, on peut, à haute voix, dire certaines choses qu'on ne disait pas il y a encore quelques années. Et puis le président français, Emmanuel Macron, vous parlez d'immaturité, mais il a dit quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai aussi que ses prédécesseurs ont dit la même chose il n'y a pas très longtemps. La mort de la France-Afrique. Ben attends, la France-Afrique ne se tue que du bout de l'air. Mais quel a été le leitmotiv de Sarkozy? C'est ça, quand on se départisse des relations. C'est les propos qu'il a tenus lors de sa première visite africaine au Gabon. Macron, j'extrapole Hollande pour venir à Macron. Qu'est-ce qu'il a dit à Ouagadougou lors de sa première visite dans ce pays? Qu'est-ce qu'il n'a pas promis? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc du coup, c'est vrai, il faut que nous l'avouons, ces relations france-africaines ne sont plus au top de leur niveau. Hein. On le sait, ne serait-ce que parce qu'elles sont dévoilées, ne serait-ce que parce qu'elles sont sues, elles sont connues de beaucoup grâce aux moyens de communication devenus beaucoup plus répandus de nos jours. Mais elles demeurent quand même dans toute leur entièreté. Et encore faut-il réellement vouloir les démanteler. La question est de savoir si le démantèlement de ces relations-là, à qui ça rend service? À la France, certainement pas. Et malheureusement, nous ne sommes pas encore dans une Afrique où tous les dirigeants ont ce sentiment d'être nationalistes. Malheureusement, pour la plupart de ces dirigeants, le démantèlement de ces relations ne semble pas les arranger non plus pour leurs affaires personnelles. Parce que je constate pour ma petite expérience que la plupart de nos dirigeants en Afrique ne dirigent pas pour leur pays, mais ils prennent le pays comme une entreprise qu'ils gèrent et qu'ils aimeraient continuer éternellement par gérer, n'est-ce pas, ne serait que pour prospériser leur situation personnelle. Oui, là, vous parlez de leurs propres affaires, c'est quand même étonnant. Et puisque quand on fait le rapprochement avec les dirigeants des années 60, je ne pense pas que s'ils mettaient leurs affaires personnelles en avant, ils allaient aboutir, par exemple, aux indépendances. Mais justement, regardez, je reviens sur lui parce que ce qui m'a beaucoup marqué, Sékou Touré. Si Sékou Touré faisait de la Guinée à sa propriété, je ne pense pas qu'il ait pu avoir cette audace-là vis-à-vis de la France du temps. Je ne pense pas. Donc, moi, je le dis, c'est une remarque que j'ai faite, elle peut être fausse. Mais dites-vous, si quelqu'un ne prend pas un pays comme son entreprise, pourquoi doit-il avoir le sentiment de rester éternellement à la tête de ce pays?
Mais ce n'est que son entreprise qu'on peut vouloir gérer éternellement. Voyez-vous, encore faut-il que cette éternité-là donne des fruits. Quels sont les fruits? Est-ce que ceux-là, ils font le bilan de leur gestion tous les ans? J'ai appris quelque part dire qu'on ne fait pas de promesses électorales. Enfin, c'est pas si c'est vrai, c'est sur les réseaux sociaux, c'était un conseil que de donner le feu et à ses partisans de ne pas faire de promesses électorales. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, bon, vous me votez ou ne me votez pas, je serai là, je fais ce que je peux faire, etc. etc. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est ce qui me fait dire cela, ce qui me fait dire que la plupart des dirigeants africains prennent leur pays comme leur propriété, leur entreprise privée. C'est parce que, quand je vois leur velléité à ne pas admettre une quelconque idée de l'alternance pour la gestion. Mais pas eux tous, quand même. Pardon? Pas eux tous. J'ai dit certains. Certains. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous impliqués dans ce fléau-là, dans cette maladie-là. Je n'ai pas dit ça. Mais je pense que c'est sérieux. Hein. Si moi je crée mon entreprise, pourquoi vous allez m'empêcher de le gérer tant que je suis vivant? Et si ce n'est pas mon entreprise, c'est une entreprise commune, naturellement, je gère un temps, l'autre vient gérer un temps. Voilà ce qui me fait dire que la plupart de ces pays-là, de ces États-là, de ces dirigeants-là, voyez-vous, tiennent leur pays pour leur Vous parlez carrément de fléau en faisant allusion à la durée au pouvoir. Pas à la durée, à l'éternité au pouvoir. Oui, mais en fait, on va parler d'éternité aussi. Oui, puisque ce soit 5 ans ou 10 ans, c'est une durée normale. Mais dire qu'on va rester pour gérer un pays, je dis bien un pays, un État, toute sa vie, ça veut dire que finalement, cet État vous appartient. Et si vous ne concevez pas l'idée, même un soupçon d'idée, qu'entre-temps, vous pouvez céder la gestion de ce pays à une autre personne, ça veut dire que dans votre subconscient, ce pays vous appartient. C'est votre propriété. C'est une déduction logique. Et donc, vous voyez, pour ce faire, je ne vois pas, comme je le dis, si on peut rester, ce n'est pas une déviation de notre thème, ça fait partie bien sûr du thème. Si on veut rester vide au pouvoir, il faut travailler pour le pays. Il faut faire avancer, il faut prouver que votre présence a pu apporter ça, votre dirigeant, votre gouvernement, votre gouvernance a pu apporter ça ici. Il faut le prouver. Non, mais en fait, quand on est dans la généralité. Oui, mais quand on prend les pays africains, du Sénégal jusqu'au Gabon et l'Afrique francophone notamment, il y a quand même des cas ou des situations avec des chefs d'État qui boulottent vraiment à la tête de leur pays. Oui, mais en dehors du Sénégal, qui pouvait bénéficier de quelques relativités, puisque ce pays a connu plusieurs alternances, même si parfois elles ont été heurtées. Ce pays a quand même révélé pendant longtemps cet homme d'engagement de ses dirigeants. Mais je ne sais pas si le Gabon est un bon exemple sur ce que nous disons. Donc, quand je parle de Gabon, je situe la question dans cet espace-là francophone, oui, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale. Le Gabon est l'un des pays révélateurs donc, de la même mise de la France sur l'Afrique. Voyez-vous, donc le Sénégal n'est pas épargné, mais à la vérité, le Sénégal quand même a longtemps fait preuve de bon élève en la matière, pas forcément de bon élève à la France, mais de bon élève en matière de gestion, de la gestion politique. Moi, je mets l'accent sur l'alternance, ce n'est pas, la panacée, mais c'est quand même un facteur important qui peut faire tendre un pays vers son développement, son décollage, son développement. Vous parlez tantôt de la France hein, en évoquant son président. Vous évoquez son état immature en réalité. Ah, mais est-ce que c'est une chance pour les Africains aujourd'hui de profiter de la conjoncture qui est en face de nous pour éventuellement se soustraire d'un certain nombre de contingences? Mais si vous posez la question en certains, je dirais brutalement oui, c'est une formidable chance, c'est une formidable occasion que les élites africaines doivent saisir, profiter ainsi, parce que cela permet de dévoiler les actes inacceptables de ce grand pays vis-à-vis de nos pays. Et du coup, puisque ces actes sont dévoilés, eh bien, on peut facilement les dénoncer. Donc je pense que c'est une formidable chance. Encore faut-il qu'on puisse la saisir
qu'on puisse la saisir. Mais est-ce qu'on peut la saisir en étant en position de diversifier l'un de l'autre? Je ne pense pas. Mais est-ce que, moi je ramène encore cette question. Si les peuples africains, si les citoyens africains veulent bien saisir cette chance, est-ce que les dirigeants africains actuels veulent aussi la même chose? C'est la question. Parce que souvent, vous savez ce qu'on dit en Europe, quand on se plaint que ça ne va pas, on dit mais c'est vous-même qui avez choisi vos dirigeants, c'est vous-même qui avez fait ci, c'est vous-même qui avez fait ça. C'est comme si ils tiennent les propos de nos dirigeants pour ceux du peuple, enfin des peuples africains. La question est là, est-ce que nos dirigeants, est-ce que tous sont d'accord pour qu'on saisisse cette occasion et sortir définitivement du joug mortifère de la France? Est-ce que si nos dirigeants ne sont pas d'accord, qu'est-ce que l'on peut faire? On a beau gesticuler, on a beau écrire, on a beau jeter des écrits sur les réseaux sociaux, le chien aboiera, la caravane passera. C'est pour cela que moi, je pense que si changement il y aura, ça va d'abord aussi être le fait de la volonté de nos dirigeants qui doivent savoir qu'ils dirigent pour le présent, mais aussi pour l'avenir. L'avenir peut ne pas les voir ici-bas, mais l'avenir doit pouvoir garder leurs traces pour ainsi enrichir l'histoire de nos Mais ce que vous dites là, ils en sont véritablement conscients que sans doute qu'eux tous se battent pour laisser un nom dans la postérité. Mais vous savez, je ne sais pas s'il faut le dire, mais un président, un chef d'État, un chef d'un pays qui n'a pas l'intention de laisser le pouvoir un jour tant qu'il est vivant, et qui sait qu'il y a quand même une puissance qui a son soutien s'il veut toujours rester au pouvoir. Il ne peut pas désavouer ce pouvoir, cette puissance-là. Il ne peut pas le désavouer. Regardez un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec le président Ouattara, que nous avons tant respecté, avec sa fameuse histoire de troisième mandat. Regardez, vous pensez que ce monsieur pouvait se défaire de la France pour ainsi? Il ne peut pas. Donc c'est le problème. C'est pourquoi je dis que il faut désormais que les choses soient faites en sorte que quiconque a le pouvoir en Afrique sache qu'il a pour un temps relativement court ou relativement long. Mais pour un temps, pas pour tout le temps. Mais justement, comment s'assurer que celui qui vient, il respectera les promesses? Votre question est pertinente. Quand nous voyons ce qui s'est passé avec le professeur Alpha Condé, qui a tant chanté les mérites de la démocratie, qui a tant chanté les mérites de l'alternance au pouvoir, mais qui, une fois au pouvoir, a fait pire. Moi, je dis qu'il a fait pire parce que pour le court de temps qu'il a fait, comparé aux actes négatifs qu'il a posés, je pense qu'il a fait pire. La question mérite d'être posée. C'est en cela que, notre avis, c'est en cela qu'il est important de revenir sur la nécessité pour que l'Afrique aussi ait des institutions fortes. J'allais vous poser une question, vous m'excusez. Vous pensez que les États-Unis, Donald Trump aurait pu quitter le pouvoir récemment si les institutions américaines n'étaient pas fortes, ne l'y ont pas contraint? Je ne pense pas. Et Donald Trump était un homme fort. Mais il était en face des institutions beaucoup plus fortes que lui. Moi, je pense que l'essentiel qu'il faut qu'on fasse pour l'Afrique, l'essentiel qu'il faut que nos dirigeants en place fassent pour nous, c'est de mettre sur place des institutions fortes qui puissent propulser l'Afrique définitivement vers l'avant. C'est très important. On dit partout que le pouvoir appartient au peuple en réalité. Mais quand on vous écoute là, vous semblez faire la démarcation entre une démarcation nette entre ce peuple-là et ceux qui le dirigent. Et comment faire justement pour que ce pouvoir, qui est un pouvoir du peuple, délégué à un certain nombre de leaders, puisse être traduit dans les faits? Les intentions de ce peuple-là puissent être traduites dans les faits. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas menti, vous n'avez pas tort, cher ami. C'est vrai, dans l'absolue théorie, le pouvoir appartient au peuple. Appartient au peuple, sinon à la nation. Mais au regard des aménagements qui en ont été faits dans la pratique, ce pouvoir semble plutôt être confisqué par une élite au pouvoir, une espèce d'aristocratie qui prétend représenter le peuple, mais qui en réalité a confisqué ses pouvoirs. Mais dans les faits, cela ne peut être qu'ainsi. Mais la question est de savoir, comme vous l'avez dit, comment dans ce sentiment de confiscation du pouvoir du peuple, comment faire en sorte que le peuple ne soit pas totalement mis en marge de sa gestion. C'est en cela que je reviens sur l'importance
qu'il y ait d'institutions fortes qui obligent les dirigeants à qui le peuple a dirigé, à déléguer ses compétences, de gouverner dans le respect, ne serait-ce qu'avec des limites de ce peuple-là. En quoi faisant? En respectant simplement les dispositions que le peuple s'est données et lesquelles il a confiées aux dirigeants d'en être dépositaires. Les dirigeants ne sont que dépositaires de ce que le peuple leur a délégué. Mais les choses se font comme si finalement, une fois que le peuple a délégué sa voix, il n'existait plus, il est effacé. On ne pense à lui qu'aux prochaines échéances électorales pour les sociétés où les élections ont un sens encore. Donc moi je pense que je reviens sur cette nécessité-là, cher ami. Il faut que l'on fasse en sorte que, eh bien, les Africains aussi aient des institutions fortes. Notre invité du jour, c'est le professeur Yaovi Pédou de l'Université de Lomé. C'est avec lui que nous revenons sur le 27 avril. 27 avril 1960, la proclamation de l'indépendance du Togo, et un nom qui revient à chaque 27 avril, c'est celui de Sylvanus Olympio. Mais au-delà de Sylvanus Olympio, il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont également battus pour que le Togo ait finalement cette indépendance-là. Comment faire pour que ceux-là, leur combat continue, pas inspirer les actuels dirigeants, notamment togolais et africains? Oui, mais c'est ça aussi. Vous savez que pendant longtemps, notre pays n'avait même pas vécu dans la logique du 27 avril. Vous le saviez. Cette date, pendant longtemps, a été même occultée. Je dirais galvaudée, vous le savez. Et ce n'est que relativement récemment, après les années 90, après la conférence nationale, que la date du 27 avril a été plus ou moins réhabilitée, si j'ai bonne mémoire. C'était plutôt d'autres dates qui étaient célébrées 13 janvier, qu'on sort, vous savez, je crois. Non, mais en fait, c'est ça. Je crois. Donc le fait est que la pratique politique a étouffé la réalité politique du Togo, la réalité historique du Togo. Et il faut réhabiliter ça. Ils ont réhabilité, je suis d'accord. Ils sont revenus sur le 27 avril. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour solenniser cette date? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la solenniser? Pour faire en sorte que tout citoyen, vous savez, moi je pense qu'il faut peut-être regarder de l'avant. Il faut peut-être regarder de l'avant les pères, nos parents qui sont battus pour arracher cette indépendance. La plupart de ces générations ne sont plus, c'est une logique. Et moi, il faut que je vous le dise, je ne mets pas l'indépendance seulement sur le solde de ceux-là qui ont gagné, mais je pense que ceux-là qui sont d'en face, il y avait le QT, le QTP. Ceux-là même d'enfance ont contribué d'une manière ou d'une autre. Parce que vous savez, ça je le dis à qui veut m'écouter, celui-là qui vous contredit ne vous nuit pas, au contraire, il vous aide à vous renforcer. Donc ceux-là qui étaient en face, qui militaient contre l'indépendance, ils ont aussi apporté quelque chose pour l'indépendance. Donc moi, je voudrais que tout cela soit réhabilité, hein, pour que nous puissions avancer dans un pays, dans un Togo plutôt prospère, les mains dans les mains. Je ne dis pas de regarder la même direction, comme on l'avait souvent indiqué. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais par exemple, pour des dates comme celle-là, qu'est-ce que le régime, les dirigeants en place, qui sont en position de force, qu'est-ce qu'ils ont fait pour fédérer les autres composantes à cette date? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas, je ne dis pas qu'ils aillent les supplier, mais quels actes de rapprochement ont-ils posé pour que ce jeudi-là, on puisse les retrouver tous ensemble? Donc pour vous, c'est un rêve qu'un jour, à la célébration du 27 avril, que toute la classe politique, par exemple, de l'opposition et du pouvoir, se réunissent pour célébrer. On doit parvenir à cette étape. Et non seulement cela, on doit parvenir également à une étape où lorsque un candidat perd les élections, il puisse être présent à l'investiture du gagnant. Voyez un peu ce que je voudrais dire. Je suis allé un peu loin, mais oui, cela fait partie des efforts qu'on doit faire. Parce que le champ politique n'est pas un champ de guerre. Non, chacun poursuit le même objectif, mais avec des arguments différents. On n'est pas des ennemis pour se jeter de la pierre, soit parce qu'on a perdu les élections, soit parce qu'on a gagné, soit parce qu'on est en position de force, c'est nous qui organisons. Si vous voulez, vous venez. Si vous ne voulez pas, vous restez chez vous. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer.
Je ne suis pas en train d'accuser quiconque. Mais je pose simplement la question parce que je ne sais rien, je n'en sais rien, de savoir qu'est-ce qui a été fait pour fédérer les gens autour de cette date. Donc, c'est des dates à propos desquelles, en principe, tous les acteurs togolais doivent s'entendre. Il n'y a pas de contradiction sur le 27 avril. C'est 27 avril, c'est le fait politique du 27 avril n'est pas une création imaginaire. Donc, des efforts doivent être faits dans ce sens. Moi, je pense que c'est surtout à cela qu'il faut penser. Hein. C'est à cela qu'il faut penser. Et comme je le dis, penser de véritables projets d'indépendance pour notre pays. Quand on parle de réhabilitation, Sylvanus Olympio, il y a quelques années, ce nom n'était pas prononcé et comme ça sur tous les médias, notamment les médias officiels, mais aujourd'hui c'est fait. Et il y a un boulevard ou une avenue qui porte son nom et le centre hospitalier universitaire, l'hôpital de référence porte également son nom et d'autres acteurs ont également des noms griffés sur certaines routes. Mais est-ce qu'il faudrait faire plus? Est-ce que c'est suffisant? Puisque vous dites tantôt qu'il faudrait poser des actes qui concourent à fédérer tous les Togolais autour de cette date. Je dirais que sur ce point, beaucoup d'efforts ont été faits, ont été accomplis à titre symbolique. Ça, on ne le dira pas. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas tout. Des efforts doivent continuellement être entretenus. Et moi, si vous voulez, moi je pense que, si vous voulez, en dehors de ce qu'il faut, des efforts qui ont été faits, il n'y a pas que Sylvanus Olympio, il y a bien d'autres également qui ont combattu à ce que nous puissions célébrer cette date, ne serait-ce que la célébrer en tout cas, du 27 avril, vous savez. Donc il faut faire des efforts dans ce sens-là. Mais en plus, moi, ce qui me paraît important et qui pourrait donc nous propulser, nous faire avancer vers une véritable indépendance, c'est l'acceptation du débat contradictoire au sein de la classe politique de notre pays. Quand je parle du débat contradictoire, je fais allusion au fait, à la nécessité de l'existence d'une véritable opposition au gouvernement, aux acteurs qui dirigent. Je ne suis pas sûr que l'existence d'une véritable, je dis bien une véritable opposition, soit pour eux une entrave en tant que telle. Au contraire, comme je l'ai dit entre-temps, dans le temps des indépendances, ceux-là même qui s'opposaient à l'indépendance apportaient quelque chose à leur pied à l'édification de l'indépendance. Et c'est pareil que une opposition bien structurée qui apporte du contradictoire au quotidien du gouvernement aide celui-ci à devenir plus efficace et donc plus visible. Hein? C'est le contraire qui paraîtrait faux. Donc tout cela, si nous n'avançons pas vers cette optique-là, c'est en vain qu'on gesticule, c'est en vain qu'on croit diriger, c'est en vain qu'on va croire laisser ces empreintes à ce pays un jour. Parce que, après tout, n'oublions pas que nous sommes tous des mortels. Voilà. Quand on parle de Sylvanus Olympio, on sait que son corps reste là quelque part au Bénin. Il y a ce débat depuis quelques années, faut-il rapatrier ou non son corps au pays pour participer à l'effort de réconciliation au sein de la classe politique notamment. Quelle est votre position là-dessus? Moi, je me pose la question simple. Quel mal a-t-on si on reconnaît le monsieur, les mérites de ce monsieur dans l'acquisition de notre indépendance? Quel mal a-t-on à rapatrier son corps et à venir l'enterrer sur sa terre natale? Moi, je ne sais pas. Je ne vois aucun mal en principe. Mais si aujourd'hui, si jusqu'à ce jour, cela ricoche sur des velléités, c'est que les uns et les autres ont leur raison. Moi, je pense qu'une véritable réconciliation dans ce sens ne doit pas rendre difficile cette démarche-là, à savoir ramener l'enterrer sur son territoire, ce qui va être un acte symbolique très fort. Voilà. Nous venons de passer 45 minutes avec notre invité Yaovi Kedou, enseignant à l'université de Lomé, directeur de l'IRIS. Je rappelle les numéros pour participer à l'émission comme c'est de tradition, 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Le technicien du jour, c'est Romaric Fetas, c'est lui qui nous permettra d'avoir les auditeurs à l'antenne. Romaric, si on peut avoir oui, le premier auditeur. Allô, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour, monsieur le professeur.
Bonjour. Oui, allez-y, Pelé. Oui. Ok, bon, un instant, monsieur le professeur. Parce que moi, je dis souvent, c'est le tueur, mais à un moment donné, ils cachent les vérités, mais c'est à partir de là que certains les appellent les intérêts carrés. Parce que quand il y a la réalité sur le pays, tout à l'heure, vous avez prononcé quelque chose qui est très important que vous devez clarifier. Que si quelqu'un, on a gagné quelqu'un aux élections, il a perdu, il a perdu. S'il y a l'indépendance qui peut arriver, si nous prenons le temps de passer, celui qui, certains disent qu'il est la première force, et la Foucault dit qu'elle est la deuxième force, et à l'extérieur. Et à Qatar, il y a une organisation de la fête nationale, dont même le président même s'est prononcé là-dessus. Et qu'on n'a rien écouté, le président nous parle de l'état de la nation, tous ceux qui sont en exil, tout ça là. Je ne sais pas si ça préoccupe le chef de l'État à votre niveau. Première question. La deuxième question, c'est concernant, quand vous parlez de l'opposition, il faut une position. C'est l'État qui pouvait structurer l'opposition. L'État a déjà une loi qui est là comme le chef de. On ne connaît pas. Donc, il y avait Jacques Letta, on avait dit que le chef de l'opposition. Actuellement, c'est Justice qui est le chef de l'opposition. Est-ce que cette institution-là fonctionne? Qui va structurer ça? C'est le cas où il est défaillant devant tout ce qui se passe dans ce pays. Alors, vous avez tout dit. Vous chutez, quand vous parlez de l'indépendance, que le chef, celui qui a eu l'indépendance est à l'extérieur et que son corps est à l'extérieur. Mais quand cette fête-là, chaque fois, le discours sort. Ça n'est que du tout de la nuit. Mais celui qui a dit ce discours-là est derrière. Ça ne fait pas nos autorités de comprendre que ce corps-là doit. Monsieur le professeur. En fait, on a compris, Pelé, puisque votre intervention se coupe par un moment, mais on a retenu l'essentiel sur la première partie de la question. Vous avez évoqué la situation des Togolais qui sont à l'extérieur. Vous semblez dire que leur situation ne préoccupe pas l'actuel chef de l'État. C'est en réalité, c'est ce qu'il veut dire. Quelle est votre position là-dessus? Mais c'est vrai que je n'avais pas bien écouté la question. Donc, il faisait allusion à la diaspora. Et il pense que la diaspora ne semble pas intéresser le chef de l'État. Non, mais en fait, il ne parle pas de la diaspora. Il parle en réalité d'un certain nombre d'acteurs, notamment... les exilés? Oui, les exilés politiques, ceux qui ont quitté le pays après les élections de 2020. Ah, d'accord. Ah, d'accord. J'avoue que je n'avais pas compris la question. Non, mais ça, c'est une question... bon, la question d'exilés, c'est une question qui relève donc... de l'autorité compétente. Hein, s'il y a des exilés, surtout liés aux élections, c'est ce que je dis, il faut éviter que désormais les élections, on aura abordé la rubrique des élections peut-être, si vous le permettez, il faudrait peut-être faire en sorte que désormais les élections ne conduisent plus à des exils. Bon, si aujourd'hui il y a des exils liés aux élections, comme vous le dites, celle de 2020, il faut trouver, c'est une question politique qu'il faut régler par des solutions politiques. Après tout, ces exilés ne sont pas des prisonniers de droit commun. Si on suppose qu'on aurait mis la main sur eux, ils seraient des prisonniers politiques, dont la situation doit être réglée politiquement. Bon, voilà ce que je sais. La deuxième partie de la question, c'est sur le statut de l'opposition. En réalité, il semble dire aussi là que ce statut-là n'est pas... On ne sent pas l'actuel chef de file de l'opposition. Ouais. Est-ce que le pouvoir a une responsabilité là, dans la situation actuelle? Ouais. Oui, je pense que, monsieur, vous avez raison, hein, monsieur Pelé, vous avez raison de soulever ce débat-là. Je l'ai dit tout à l'heure, d'une manière ou d'une autre, que lorsque dans un pays, il y a une opposition forte, ce pays est fort. Hein. L'opposition, ce ne sont pas
ça relève de la responsabilité du gouvernement, de l'État. Parce que, vous savez, l'opposition est une véritable institution dans un État normal. L'opposition est une véritable institution tout à fait respectable. Et quand, moi, parfois, il m'est arrivé de voir dans ce pays des opposants qu'on traînait par terre parce qu'on voudrait les arrêter. Moi, ça me fait pleurer parfois. On ne peut pas traiter un opposant comme un voleur de poules. Hein, vous savez, donc, je pense, je le dis sincèrement et clairement que la mise sur pied de l'institution de l'opposition relève du gouvernement, des acteurs qui tiennent le pouvoir actuellement. Ce n'est pas l'opposition de se mettre en place. C'est clair. Merci. Nous allons avoir le deuxième auditeur. Allô, bonjour. Le deuxième auditeur, on va l'avoir dans un instant. Est-ce qu'il est là? Allô, bonjour. Allô, bonjour Pierrot. Vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Oui, c'est M. Colani depuis Agua. Oui, Colani, vous êtes à l'antenne. Allez-y. Oui, merci. Je salue l'invité et pour son courage. Parce que les universitaires, les ai souvent interpellés, les élites. Il faut sortir parce que les politiciens ont échoué. Le peuple togolais est appelé Afrobaromètre. Il n'a plus confiance à ses dirigeants ni aux partis politiques. Et aujourd'hui, on vous reçoit. On dit merci à cette chaîne-là, Pyramide, et à vous. Et continuez comme ça. Vous n'allez pas nous demander qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que moi, pour l'année, je fais. Parce que ça fait 63 ans, en écoutant le discours du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, nous qui apprenons à l'école, nous avons la chair de poule. Et qu'est-ce que nous faisons? On va se taire comme ça et laisser le pays comme ça. À l'heure où je vous parle, le chef de l'État fait un discours, il a dit le Togo est en guerre. Au même moment, les gens cherchent de l'eau à boire, les gens cherchent, vous trouvez, en tant que fils togolais, comme l'a dit celui qui a parlé, les prisonniers politiques, les exiliés. Nous tous nous faisons pour que l'unité, comme on l'a dit dans la Constitution, puisse se retrouver. Non, on n'est pas même dans un état de droit, mais on s'affirme une responsabilité, comme l'a dit les évêques. Donc moi, je ne veux pas votre chaîne et l'unité. Nous taisons, il ne faut pas qu'on se taise. Réagissons et posons des actes justes et vrais pour faire décoller ce pays-là, puisque le peuple souffre. Il faut que, je le dise encore, ce qui nous coûte, le chef de l'État, lui le premier, n'a qu'à faire tout pour qu'il table ronde, qu'on s'assied, pour revoir comment faire décoller le Togo. Nous n'allons pas attendre qu'un colonel ou bien un capitaine fasse un coup d'État, ou bien comme le Burkina, ou bien le Bénin, et le chose là. Lui-même peut se faire à la Kiri pour qu'on s'assied. Il est le premier responsable, ça je le dis. C'est très important pour nous. Merci pour votre... Une élection, oui. C'est la tête de nous ailleurs, si on ne s'assied pas. Merci. Mais merci pour votre intervention. Il dit qu'est-ce que nous faisons en faisant allusion aux universitaires. C'est vrai aussi que les Togolais s'intéressent de moins en moins aux choses politiques ou aux questions d'ordre public. Les partis politiques n'attirent plus, ne soulèvent plus les foules. À un moment donné, on a pensé que les universitaires feraient la fête, c'est-à-dire par leur prise de position, leur apport. Et malheureusement, les universitaires aussi, on les écoute pas très souvent. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça aussi? Ben oui, le constat qu'il a fait est tout à fait réel. Mais ce que moi je pense, c'est que vous avez beau être un intellectuel, mais si vous-même vous mettez certaines camisoles, et naturellement vous étouffez par avance. Je ne pense pas que les universitaires soient courts d'idées en la matière. Mais peut-être que certains ne veulent pas se prononcer. Moi, je le dis, je ne suis pas un politicien. Je peux accepter, avec toutes les réserves, être un politologue. Donc, je ne fais pas de la politique. Je fais des commentaires sur la politique. Je donne mon point de vue sur la politique. Je ne prends pas position en faveur de qui que ce soit. Et je dis ce que je pense être réel avec... la réserve de pouvoir me tromper en tant qu'être humain. Mais ce que je peux dire est que lorsque vous, quelle que soit votre classe sociale, lorsque vous vous engagez politiquement sur un bord politique donné, en faveur d'un bord politique donné naturellement, vous vous limitez. Vous vous limitez, vous n'avez plus le droit
Je dis bien, vous n'avez plus le droit de contrarier votre doctrine politique. C'est ce qui fait que, c'est ce qui peut justifier en grande partie que la plupart des intellects ne semblent pas briller par leurs contradictions. Ne veulent pas se mouiller. Voilà, c'est normal. Allô? Ah, l'auditeur qui est là. Est-ce qu'on peut récupérer un autre auditeur? Allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui, Oui? oui, monsieur Thierry, directement, je vais vers vous. La fin dernière, on a vu le chef de l'État devant CBS, devant deux journalistes congolais. Je pense que c'est la première fois. On a beau crier sur ça, ce que le président raconte, les journalistes nationaux. Et c'est fait. Monsieur Thierry, si le président Ford était devant vous, le jour-là, en tant que journaliste, que tout le monde connaît, est-ce que l'actualité au cri qui est devant le peuple congolais aujourd'hui, vous allez laisser l'affaire de Covid-19, l'affaire de Bata Yakoudé, surtout affaire de tout ça là, laisser poser cette question, poser d'autres questions au chef de l'État, ça c'est la première question. Deuxième question, est-ce que je ne sais pas comment ça se fait? Ce sont des journalistes même qui prennent leur position pour préparer leurs questions ou leurs questions préparées comme on faisait à l'école, je peux préparer. Merci. Oui, en fait, Ekolani, je ne peux pas vous répondre à ces deux questions puisque je n'étais pas associé au processus, c'est Pelé, au processus que vous décrivez. Et c'est vrai que le chef de l'État a rencontré ou a accordé un entretien à deux journalistes togolais. Et ils ont abordé un certain nombre de questions. C'est clair qu'on ne peut pas aborder toutes les questions aussi. Et c'est ça aussi la réalité. C'est un peu comme ce midi, avec mon invité, on ne va pas pouvoir aborder toutes les questions. Sans doute que certains ne se retrouveraient pas dans certaines questions qu'on a abordées ou qu'on n'aura pas abordées. Donc, malheureusement, je ne suis pas de niveau je n'ai pas été dans ce processus. Et quand vous parlez de protocole, oui, il y a aussi ce que nous appelons le protocole, c'est-à-dire qu'il y a une entente sur les différents thèmes à aborder. Maintenant, sur les questions spécifiques qui sont posées, là, ça aussi, je ne peux pas savoir comment ça s'est passé. Et avec mon invité là, qui est en face de moi, il connaît les grandes lignes de l'émission, mais il ne connaît pas les questions. Donc, ce n'est pas le chef de l'État qui est là, malheureusement, c'est un enseignant. Et puis, je n'étais pas avec le chef de l'État. Voilà la réponse que je peux donner à mon ami Pelé. C'est vrai que depuis que cet entretien a été réalisé, un certain nombre de commentaires sont faits par les Togolais. C'est normal. C'est là aussi leur liberté d'analyser, de commenter quelque chose qui ne s'est jamais fait. Est-ce que vous l'avez suivi, ce débat-là, ou cet entretien? Moi, je l'ai suivi en partie. J'avoue que je n'en maîtrise pas le contenu. Bien, merci. On va retourner au téléphone. Allô? Allô, bonsoir, M. Pierre. Bonsoir, vous appelez comment? Taoufik. Taoufik, comment vous allez? Oh, très bien. Ok, allez-y. Je souhaite bon dimanche merci. à tout le monde. Merci. Et moi, je vais parler du recensement. Ouais. Moi, je pense que ce recensement, ça ne prend pas, ça commence mal. C'est l'État qui a organisé le recensement. Comment est-ce que nous pouvons accepter que nous sommes à 48 heures. Hier déjà, moi, je suis à EPP Benendi là. Hier déjà à 8h30, il n'y a personne. Les gens attendent, même j'ai vu le chef du quartier même assis. Il attend les agents recenseurs. Est-ce que ça c'est normal? Et de deux, je suis revenu aujourd'hui. Comme j'ai traîné un peu, moi je suis reparti. Je suis revenu aujourd'hui. Il y a 3 salles qui sont réservées pour le truc là. Et à 48 heures déjà, on nous dit que les machines ne fonctionnent pas. Sur 3, ils fonctionnent. Mais pour que
qu'une personne puisse être recensée, il faut au moins 5 à 10, 15 minutes même. Hein? Est-ce que les gens veulent que les choses aillent mieux? Comment est-ce qu'au Togo, on peut utiliser des appareils occasion? Hein? Les appareils occasion pour faire ce genre de trucs-là et à ce moment, il n'y a pas d'amélioration. Ou bien, ça aussi contribue à faute. Ok, c'est ce que vous voulez nous faire savoir en réalité, qu'il y a, qu'il y a des difficultés de terrain au début de ce recensement. Voilà, en pleine ville. Hein. Non, mais en fait... Golfe 1, en pleine ville, ça commence comme ça, avec ces choses-là. C'est noté sans doute. Monsieur Pierrot, attendez que je puisse finir. Oui, allez-y. Voilà. Lorsque les agents nous disent que, par exemple, la machine est en panne, qu'est-ce qui prouve qu'il est en train de dire la vérité, ou bien ils sont en train de saboter, ou bien ils ont reçu des consignes pour créer, ou bien faire autre chose, pour faire en sorte que beaucoup de gens ne puissent pas être enrôlés. Qu'est-ce qui prouve que moi je puisse accepter ou bien croire que ce qui dit que l'appareil là ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui prouve que moi je puisse l'accepter? Hein? Comment est-ce qu'on peut toujours faire des choses au Togo comme ça? Il y a déjà, dans les observations électorales, là, ça commence. À la fin, moi je pense qu'on va nous dire que les élections sont bien passées sans heure et puis il y a comme leur discours là. C'est ça qu'ils ont comme. Mais maintenant, c'est noté pour vous, cher ami Taoufik, vous nous dites qu'il y a des difficultés de terrain. Et il y a quelque chose qui est encore typique au Togo, c'est que sur le terrain, on lui dit que les appareils sont en panne. Il ne croit pas. Voilà. C'est vrai. L'histoire de appareils ou machines tombées en panne devient récurrente dans l'histoire électorale du Togo. Mais bon, ce qu'il dit, en réalité, me rappelle quelque chose. Hein. Je ne sais pas si ce qu'il dit, en l'occurrence, est vrai, mais je sais quand même que par le passé, je sais qu'on a eu un problème comme ça. Moi-même, j'en ai été victime, ce qui a fait que finalement, j'ai eu du mal à me faire enrôler. Puisque j'ai passé plus de 30 minutes devant, ça ne marchait pas. Et voilà. Si c'est vrai encore que ce phénomène revienne, je pense que ce n'est pas bien. Hein. Nous ne savons pas, puisque c'est l'intervenant qui parle. Si cela s'avère vrai, je pense qu'il est important que les organisateurs écoutent et mettent sur place des machines fiables pour que les travaux d'enrôlement soient faits rapidement comme programmé. Cela éviterait des problèmes en aval. Parce que, vous savez, l'enrôlement des votants est une étape décisive dans le processus, dans un processus électoral. Parce que si vous n'inscrivez pas les gens, ils ne pourront pas voter. Mais également, c'est au même moment l'occasion pour commencer des fraudes électorales. Parce que si dans une circonscription donnée, l'on sait que telle obédience politique n'est pas favorisable ou favorisée, on fait des efforts pour qu'il y ait moins d'inscrits dans cette circonscription. Ça fait partie donc des manœuvres frauduleuses qui participent donc au pervertissement même des résultats des élections. Donc c'est très important que cette phase-là soit bien organisée, hein, de sorte que tous ceux qui sont en âge de voter, comme l'a dit d'ailleurs le président de la CENI, et qui ne sont empêchés par aucune interdiction légale, puissent s'enrôler pour ainsi exprimer leur suffrage. Bien, merci. Allô, auditeur, après Taoufik. Bonjour. Allô, oui. Oui, c'est Joshua. Joshua, vous êtes en antenne, allez-y. Oui, depuis Zangara. Allez-y. Oui, c'est pour dire que je suis un peu triste par rapport au recensement. Le jeu politique au Togo n'est pas agréable. Moi, dans mon quartier, je n'ai pas entendu qu'on a gongonné ou bien on a fait quelque chose. Moi, depuis que l'opposition, surtout les gens de DMP là, ont annoncé qu'ils iraient à l'élection là, j'ai vu que le pouvoir a changé en même temps de stratégie. C'est pas moi, c'est mon avis. Sinon, c'est comme s'il n'y a rien qui se passe. Et c'est triste. Il faut qu'ils changent ça. Sinon,
c'est comme si on lance les choses, on gaspille l'argent, mais on ne veut pas que les gens soient recensés, quoi. Si dans mon quartier ici, c'est comme si la vie est encore normale. On ne sait même pas s'il y a quelque chose, pas de communiqué, pas d'annonce, pas d'encouragement. Juste des opposants qui crient sur la radio, est-ce que c'est bon comme ça? Non, c'est pas bon. Yoshua. Oui, Yoshua, vous habitez Zanguera. Oui, je suis à Zanguera. Oui, en fait, sans doute qu'à Zanguera, il y a plusieurs centres de recensement à Zanguera. Oui. Oui, mais en fait, mais allez dans ces centres, tout simplement. Non, on dit pas de comment on doit faire communiquer pour que nous, au moins à la radio, on entend, mais les gens qui n'entendent pas la radio. Donc, comment ils vont faire? Ok, C'est comme s'il n'y a pas de recensement, quoi. Alors, vous demandez à ce qu'il y ait beaucoup plus de communication autour de cet événement pour que plus de Togolais soient informés. Exactement. Ok, merci. Allez vous faire inscrire. Si vous ne le faites pas ce dimanche, vous pouvez le faire demain. Demain, c'est le 1er mai. Je ne sais pas si, les centres seront ouverts demain. On me fait signe que nous avons un autre auditeur. On l'attend. Donc, demain... Allô? Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. C'est Bozambo. Oui, Bozambo, comment vous allez? Un peu mal. Vous êtes malade? Je suis un peu malade. Ok, allez, ça va aller. Ça va aller. Bonjour à notre invité. Bonjour. J'aimerais dire quelque chose qui est très très important, même les Togolais souffrant comme du blague. Le moment qu'on a donné pour une première son là, ils sont que des chansons peuplées. Et ils sont donnés 2 semaines. Et les machines sont cassées. Et les machines ne sont pas arrivées à bout de temps. Les gens qui sont faits l'informatique n'arrivent même pas à écrire leur nom. Non. Ils regardent maintenant pas l'alphabet 1, 2, 3, 4. Et vous voulez que vous croyez que ça va finir dans 10 semaines. Et vous allez partir dans toutes les là on inscrit pour voir combien de personnes y inscrivent par jour. Nous sommes des moments poussés pour les agriculteurs. Le chef de l'État lui-même veut développer l'agriculture. Au moment de l'agriculture, il va sacrifier 2 jours pour aller se retarder. En ce moment, ces maïs sont dans la bouche. Donc, je prie à les autorités, c'est l'argent du contribuable que vous voulez. Donc, ils n'ont pas poussé pour faire 3 semaines au premier jour. Une semaine, là, ça ne suffit pas pour se recenser. Et avec des gens qui se recentent avec une note de 18 ans, j'interpelle le gouvernement que si les gens sont recensés sur une note de 18 ans, quelle sanction peut trouver pour ces gens-là? Les gens qui n'ont pas de majorité pour voter, mais à leur capacité, ils veulent aller se recenser. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Je veux la réponse du président. Merci Bozambo. Vous êtes la 3e personne de suite à intervenir sur la question du recensement et des premiers couacs que vous constatez sur le terrain. Nous espérons que les responsables de la Commission électorale nationale indépendante prendront les dispositions pour que ces couacs-là soient rapidement corrigés pour le meilleur devenir de ce processus, puisque le professeur l'a dit tantôt, c'est un moment crucial et déterminant dans la suite du processus. Allô? Allô, est-ce qu'on a un auditeur? Il y a eu cette intervention du chef de l'État. Vous avez dit tantôt que vous l'avez suivi en partie, mais il a intervenu. Il a longuement parlé d'agriculture. Et depuis le début de cette année, il y a ce forum des paysans agricoles, des producteurs agricoles du Togo. Et on peut commencer par se nourrir d'espoir, là. De nourrir... Merci, oui. Du moment où il y a une intervention de l'autorité la plus hautement placée d'un État à destination de son peuple, le peuple est en droit de nourrir d'espoir à la suite de celle-ci. Hein, c'est tout à fait normal qu'on nourrisse d'espoir. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ce n'est pas la première intervention de notre président. Je suis désolé, ça fait à ma connaissance une bonne 3e, parmi tant d'autres, mais 3 interventions tout à fait prometteuses que le chef de l'État a destinées aux Togolais, mais dont nous voyons difficilement les réalisations sur le terrain. Il est bon, c'est une chose est de promettre, c'est très bien d'ailleurs, cela veut dire que vous avez un égard à votre peuple.
Mais autre chose est que vos promesses soient suivies d'action, qu'elles soient matérialisées. Si le chef de l'État met en mouvement cette promesse, j'avoue que ce sera une nouvelle étape dans ce sens-là. Parce que vous savez, vous connaissez très bien la place qu'occupait l'agriculture dans la vie quotidienne des Togolais. Et aujourd'hui, ce secteur-là est galvaudé, mais si le chef de l'État prend la décision de le réhabiliter, ce sera tant mieux. Et nous ne voudrions que ces promesses soient matérialisées tout court. Je le dis, je répète, au regard d'un passé assez prometteur, mais qui reste toujours sombre. Moi, je dis quelque chose. On peut encore discuter s'agissant des promesses d'envergure politique. Mais lorsque ce sont des promesses sociales, mais tout le monde s'attend à cela. Imaginez qu'on promet que dès le 1er mai, tous les Togolais vont avoir 30% de salaire, sur leur salaire. Mais pourquoi voulez-vous que je ne jubile pas? Mais voilà que je suis le 1er mai, à la fin de l'année, je ne vois rien. Vous voulez que je fasse quoi? Et si on doit continuer par vivre de pareilles promesses, je pense que ce ne vaudra Vous voudrez que ces promesses-là soient cette fois-ci réalisées. Cette fois-ci, je dis bien cette fois-ci. Il y a quelqu'un à côté qui dit l'indépendance du Togo a été acquise au prix des armes de nos ancêtres, donc nous devons laisser de côté certaines considérations pour commémorer cette époque dans le but de donner la joie à ceux qui ont vaillamment lutté pour arracher cette liberté qui nous permet aujourd'hui de nous exprimer sans avoir peur. Je crois que c'est ce que le Togo fait chaque année. Et oui, sur la question de la célébration de la journée du 27 avril, il pense que c'est une journée qu'il ne faudrait pas négliger, qu'il faudrait célébrer pour se rappeler le combat de ceux-là qui se sont battus donc, pour que le Togo devienne un État. Il y a aussi cette intervention de Bertrand. Je crois que c'est une question que nous avons déjà abordée, mais je vais quand même la reprendre. Quel regard portez-vous sur la posture que prend la majorité des intellectuels togolais lorsqu'il s'agit des questions et enjeux cruciaux de la nation togolaise, c'est-à-dire élections, recensement, arrestation, exilés, crimes économiques, fermeture de médias, etc. Jouent-ils effectivement leur rôle? Comme nous l'avons déjà dit, chacun joue son rôle à sa manière et avec les moyens de bord. Chacun joue son rôle. Qu'est-ce que nous on peut faire si ce n'est d'interpeller nos dirigeants, de leur demander de faire ci et ça, de leur éveiller la conscience? Nous ne pouvons jamais entreprendre à leur place, vous voyez. Ce que nous pouvons faire, c'est peut-être que, comme nous sommes en train de le faire, tout à l'heure je viens de dire à notre chef, d'exécuter, de mettre en mouvement ses promesses. C'est ma manière de contribuer. Et peut-être que s'il m'a écouté, il se demandera, est-ce qu'une fois j'ai promis au Togolais, je n'ai pas réalisé, il va essayer de voir dans son agenda si c'est vrai ou c'est faux. Bon. Donc du coup, c'est tout ce que nous on peut faire. On ne peut pas faire autrement. Et on ne peut pas... voilà. Chacun est dans son monde avec ses moyens de bord. Et une fois encore, je le dis, voilà pourquoi il faut peut-être savoir garder une certaine distance vis-à-vis de certains facteurs. Et cette distance seule vous permettrait, le moment venu, de vous exprimer tranquillement et librement. Sur le monument de l'indépendance, par exemple, quelque part, on a dit, si je cite de mémoire, vers la fin, on dit, le 27 avril, et puis vers la fin, on dit la nation togolaise est née. Et sur la question de la nation, il y a toujours un débat. Ça fait 63 ans que le Togo a eu son indépendance, mais la problématique de la nation demeure. Comment réaliser enfin cette nation? Bon, je n'irai pas peut-être au fond des choses, mais je dirais simplement, je rappellerai simplement les composantes d'une nation pour que nous voyons, chacun puisse voir si les choses vont dans ce sens. Quand on parle d'une nation, on met en commun 3 secteurs, 3 générations, enfin 3 catégories de générations, j'allais dire. Les générations du passé, ceux-là qui n'existent plus, ceux-là qui sont morts, mais qui ont fait partie, qui ont été des Togolais. Ceux qui sont là, nous, vous et moi,
nous qui avons le privilège de vivre, et ceux qui vont naître à l'avenir. C'est ça ce qui fait une nation. Est-ce que vous voyez? C'est ça ce qui fait une nation. Cela veut dire que pour s'imprégner dans une posture de nation, il ne faut pas perdre d'égard à ceux qui ont vécu. Il faut penser à ceux qui vivent naturellement, mais tout en plongeant, tout en projetant vers ceux qui naîtront. Est-ce que quelque chose est fait dans ce sens-là? Est-ce que des actes de ce genre sont entrepris pour créer une véritable cohésion entre ces trois moments-là? Si oui, le Togo va vers une véritable nation. Sinon, on a encore du pain sur la planche. Sur le présent, parce qu'il y a certains qui pensent que la nation aussi, c'est l'ensemble de ces entités-là qui, sur le même territoire, ont des intérêts communs, qui vivent harmonieusement. Au Togo, par exemple, on peut se poser cette question-là, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Est-ce que les Togolais, ou du moins ceux qui vivent les différents peuples, est-ce qu'ils vivent en harmonie? Oui, justement, si vous prenez les populations togolaises, où qu'ils soient, où qu'elles résident, elles ont le sentiment de vivre ensemble. Nous, par exemple, à l'étranger, quand, par exemple, à Paris, vous êtes dans le métro et vous attendez quelqu'un parler maintenant, vous tiquez. Vous tiquez. Ça veut dire qu'il y a a priori un sentiment instinctif qui nous lie à notre nation. Ah, lui, ça dit, c'est Togolais. Et vous ne vous retenez pas longtemps à le saluer. C'est déjà un sentiment. Mais ce sentiment doit être entretenu par des structures, par des institutions qui font la promotion de l'esprit de nationaliste. Bon, moi, je ne vois pas, pour l'instant, j'avoue honnêtement que je ne vois pas encore concrètement. Les idées sont émises ici et là. Les actions aussi sont posées ici et là. Mais nous avons besoin d'actions concordantes pour que les Togolais tous se sentent liés par un même objectif. Et je le dis une fois encore, mes chers amis, on ne peut pas prétendre rassembler les vivants autour d'une idée nationaliste si ceux-là sont déconnectés du passé et s'ils n'ont pas un projet pour l'avenir. Parce que, ça, je le dis, c'est cela une nation. Une nation a trois composantes. Une seule composante n'est pas suffisante pour la constituer. C'est la somme des trois composantes qui font une nation. C'est en cela que cela revient important. L'idée de la réhabilitation de qui que ce soit, c'est très important parce que ça participe de, voyez-vous, de l'esprit de la création, de l'affermissement de l'esprit nationaliste entre les Togolais. Demain, c'est le 1er mai, et c'est une journée de fête. Je ne sais pas comment vous allez fêter demain. Ça va se passer comment chez vous? Moi, déjà, j'ai donné une invitation chez moi, à mon domicile, mais juste aux parents et à quelques amis. Ce n'est pas dans le cadre du 1er mai comme fête nationale, mais c'est dans le cadre de ce que ce jour-là est férié, on se retrouve chez moi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que moi, j'ai déjà une autre idée sur la date du 1er mai, et dont on dit que c'est la fête des travailleurs. Non, le 1er mai n'est pas la fête des travailleurs. Pour ma part, ce n'est pas la fête des travailleurs. Vous savez, la chose a commencé un certain 20 juillet 1889, où des appels ont été lancés aux prolétaires, aux ouvriers, pour qu'ils luttent à arracher la journée, le principe de 48 heures de travail. Ça a été acquis un 1er mai, le 1er mai suivant. Et c'est comme ça que cette date est devenue la date de commémoration de la victoire des prolétaires en ce qui concerne les conditions de travail, et notamment les 48 heures de travail par semaine. Et donc c'est une date internationale, ce n'est pas national. Vous allez comprendre que dans certains pays, eh bien, il y a une autre date qui est consacrée à la fête des travailleurs. Donc le 1er mai, c'est une date pas de fête en réalité, mais de réflexion et à faire en sorte que les prolétaires, les ouvriers puissent voir leurs conditions continuellement améliorées. Mais revenons dans le contexte togolais. Revenons dans le contexte togolais pour se demander si
Bon, comment on dit que c'est la fête des salariés si les salariés togolais ont une raison de fêter demain? Est-ce qu'ils ont une raison réellement de fêter demain? Pour certains peut-être, mais pour l'immense majorité, non. Donc moi je pense que le 1er mai, c'est une date qu'on doit commémorer en tant que date marquant, eh bien, voyez-vous, la victoire, une certaine victoire. Mais si vous dites que la majorité ne doit pas forcément festoyer demain, quelles sont les raisons? Les raisons, c'est simplement qu'il n'y a pas de salariés au Togo en réalité. Il n'y a pas de salariés. Je parle de salariés, celui-là qui, à la fin du mois, prend un salaire qui soit conséquent, qui lui permette de couvrir ses besoins. Exception faite d'une immense, d'une écrasante minorité. Est-ce que la majorité des salariés togolais arrivent à couvrir, à joindre les deux bouts, comme on le dit, pendant les 30 jours du mois? Je ne suis pas sûr. Je serais relativement convaincu si des dispositions sont prises depuis que la vie est devenue excessivement chère pour compenser cette cherté de vie. Est-ce qu'il y en a eu une seule? Non. Du coup, j'imagine le fossé entre les besoins sans cesse croissants et augmentants et le salaire déjà chétif resté stagnant des Togolais. C'est pour cette raison que moi, j'avoue qu'honnêtement, je ne vois pas pour quelle raison les Togolais doivent fêter. Ils doivent se concentrer, ils doivent se recueillir, peut-être entre guillemets, ils doivent réfléchir, mais fêter, ça me laisse dubitatif. Comment voulez-vous, par exemple, que les prétendus travailleurs fêtent lorsque même des gens, je parle des syndicats qui les représentent, lorsqu'ils revendiquent, on est capable de les emprisonner, juste parce qu'ils ont revendiqué des acquis sociaux. Comment vous voulez que les travailleurs fêtent dans ces conditions? Lorsque les leaders syndicaux font l'objet de traques. C'est cela qu'il faut célébrer, vous voulez me dire? Non, alors que quelqu'un qui demande à d'autres de meilleures conditions de vie ne doit pas faire l'objet d'emprisonnement, ne doit pas faire l'objet de traque, ne doit pas faire l'objet de licenciement. Donc là, c'est une curiosité togolaise que, par exemple, demain, on va voir beaucoup de Togolais en blanc festoyer, notamment à la plage. On va voir les gens danser, manger. C'est une curiosité togolaise, alors. Ce n'est pas forcément, mais ça rentre aussi dans la culture qu'on nous a légué, la fête. Quand on dit fêter, on ne se demande pas pourquoi fêter. Parce qu'on a dit de fêter, on fêtera. Donc je ne serais pas surpris de voir des gens fêter, mettre en blanc. Oui, il y a quand même quelques groupements qui ont des raisons de célébrer cela. Hein. Mais je parle au nom de la généralité, au nom même de la réalité. Parce que s'il faut s'en tenir à cela, l'idée de fête même, ça poserait problème. Moi, j'avoue que c'est vrai, les salaires ont été payés la semaine passée, mais j'avoue que beaucoup ont déjà épuisé leur cagnotte. Il n'y en a plus, c'est fini, parce que tellement c'est maigre. Voyez-vous, donc je le dis. Je ne dis pas que cette journée n'a pas de sens. Elle a un certain sens, mais on ne doit pas la qualifier de fête des salariés, des prolétaires, peut-être, journée des prolétaires, peut-être que prolétaires que nous sommes. Non, mais vous aussi? Bien entendu. Enseignant à l'université de demain? Vous savez, non, mais en fait, c'est une question de degré de prolétariat. Oui, là, mais vous nous faites peur, là. Non, je ne vous fais pas peur. Je vous rappelle que c'est une question de degré de prolétariat. Et quand on dit qu'on est une classe exceptionnelle, alors, pauvre, il y a des degrés de pauvreté. Ouais, on a compris. De sorte que le degré le plus élevé de richesse de quelqu'un est le degré le plus bas de pauvreté de quelqu'un d'autre. Vous voyez. Donc, comparaison n'étant pas raison, moi je pense que là aussi, sur cette journée, vous savez que dans d'autres pays, même au Sénégal ici, je parle du Sénégal, a une journée particulière pour les travailleurs. Il faudra distinguer cette journée-là de la journée du 1er mai, qui est une journée internationale. Quand je parlais de curiosité, je reviens par exemple sur les salaires dans la sous-région. On ne comprend pas. Depuis des années, les salaires du Togo sont restés très très petits. C'est parce que notre territoire est un territoire petit. Non, la question c'est vrai que nous sommes sur un territoire petit, mais qui comporte une immensité d'âmes. Non, c'est vrai que, sans vous mentir, comparé aux pays de la sous-région, les salaires des Togolais est maigre. C'est vrai, vous avez posé une question qui n'est pas fausse. À l'université, ça va, il y a eu des efforts. Il y a eu des efforts qui ont été faits par le gouvernement
dans ce sens, mais j'avoue que nous restons toujours des parents pauvres de la sous-région en matière de salaire décent. Mais en dehors de certains secteurs, dans l'université et bien d'autres secteurs, les salaires paraissent quand même dérisoires. Et je pense que là-dessus, le chef de l'État a bien conscience. Hein. Il a bien conscience. Quand je vois certaines de ses sorties, au cours desquelles il a fait allusion à cela, quand j'imagine également certaines mesures qu'il a dû proposer, entre-temps et dont nous attendons toujours la réalisation concrète, je sais qu'il en a conscience et à cette occasion, je suis sûr, certainement sûr, je l'espère, qu'il prendra des dispositions pour un temps soit peu redorer le blason des salariés togolais. Il y a ce dernier commentaire de Kéziré Soulé, depuis de la Samedi. Il espère que le retour de la dépouille de Sylvanus Olympio, en fait, c'est une question en fait, que la dépouille de Sylvanus Olympio serait bloquée par son fils. Qu'en pense-t-il? Que pensez-vous? Puisque oui, c'est vrai qu'on a... Je voudrais savoir ce que moi je pense de l'éventualité que Jésus Olympio bloque le dépôt de ça, la dépouille de... le retour, le rapatriement bon, j'avoue que en quoi bon, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question, hein, puisque je ne sais pas vraiment pourquoi il bloquerait, pour quelle raison. J'ai déjà soulevé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne procède pas à ce rapatriement. Puisque je n'en connais pas la raison, je me suis limité à me poser que des questions, savoir pourquoi, si on veut engager une véritable réconciliation, on ne ramène pas le corps sur le territoire togolais. Est-ce la famille qui s'oppose ou est-ce la classe politique qui ne s'entend pas? J'avoue que je ne connais pas, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas la raison. Il nous reste encore 1 minute et demie. Peut-être que nous allons nous amuser un peu là. Le 27 avril, le défilé militaire, je ne sais pas si vous regardez, c'est vrai qu'il y a quelques variantes près. Et le schéma ou le scénario est globalement le même. Mais quelle est la phase qui vous intéresse le plus quand vous regardez à la télé le défilé ou si vous êtes invité là-bas? Oui, moi je suis souvent fasciné par les défilés des commandos. Hein, sincèrement, je suis, depuis le temps du père Eyadema, j'ai été toujours fasciné par l'ordre et l'harmonie dont ce corps-là fait montre. Sincèrement, j'en suis fasciné et je me demande si cela relève d'eux ou si cela relève de l'apprentissage. Bon, à part ça, c'est devenu de l'habitude. On a souvent assisté au défilé de ce genre, mais honnêtement, la phase que je les paracommandos à suivre, c'est ceux-là, les grands barbus là. Franchement, ils m'ont toujours fasciné. Et les parachutes, les parachutistes. Ouais, il y a eu des scénarios dans ce sens. Mais là, c'est la phase commando qui m'a le plus... bon, le parachute, oui, ça aussi. Mais j'avoue que c'est là, ça, je n'étais pas sur place. Et j'ai suivi en partie en direct à la télé. Et quand ma phase est passée, je suis allé me faire autre chose. La phase que j'aimerais souvent assister, auquel je l'ai assisté sur place. Les paracommandos, les barbus. Les grands barbus. Ok, nous allons terminer cette émission sur votre conclusion. Mais merci de me donner l'occasion de dire un dernier mot. Moi, je reviens toujours sur l'interpellation que je me donne à faire aux dirigeants, surtout au Togo, parce qu'il faudra que, une fois encore, nos dirigeants songent à ce que nous ayons une véritable indépendance. Je reviens sur le problème, sur le propos. Il faut que nous engagions un véritable débat, une véritable réflexion sur notre indépendance. Il faut, par ailleurs, sur la question électorale, on n'était pas revenu sur ça suffisamment. Moi, je reviens sur l'importance qu'il y a à mettre sur pied une CENI professionnelle. Une CENI professionnelle, pas des CENI occasionnelles. Vous voyez, s'il y avait une CENI professionnelle qui travaille, on ne parlerait pas aujourd'hui de vétusté de machines, on ne parlerait pas de ci et ça, parce que la CENI, elle existe en tant qu'institution permanente qui fait travailler des personnes professionnelles, non des personnes d'obédience politique.
Il faut qu'on mette sur pied cela pour les différentes élections en permanence. Il ne faut pas qu'on continue de végéter d'erreur en erreur. Moi, je reviens sur ça, c'est très important. Ça, c'est bon, c'est important pour le Togo, mais c'est aussi important pour toute l'Afrique. Merci beaucoup, professeur Pédou Yaoumi. Vous êtes docteur en droit public, vous êtes enseignant de droit public à l'université de Lomé, directeur de l'IERIS. L'émission, elle s'achève, elle va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Romaric Freitas, je suis Pierrot Atiobé. Bonne suite de programme sur Pyramide FM. Au revoir. Merci.